Finalement, Déborah et Francis étaient en plein milieu d'une intimité. Mon cri perça l'air. « Déborah », réussis-je à dire, puis je me tournai vers Francis. « Qu'est-ce qui se passe ?»« L'amour se passe », cracha Déborah avec colère. « Victoria, tu m'as toujours empêché de goûter aux fruits de la vie depuis notre enfance et même maintenant. Eh bien, j'en ai assez. Il n'y a rien de mal à partager. » Francis lutta pour se libérer de l'étreinte de Déborah. Choqué et trahi, je courus hors de la chambre, des larmes coulant sur mes joues. Je ne pouvais pas garder cette histoire pour moi seule, ma grand-mère devait le savoir. Je montai dans ma voiture en larmes et partis en trombe. La boutique de mariage bourdonnait d'anticipation alors que je m'affairais à vérifier les élégantes robes de mariée exposées magnifiquement sur les mannequins. La joie n'aurait pas gâché mon visage aujourd'hui si ce n'était de Déborah, mon amie d'enfance, qui avait présenté son ami noble, et maintenant il se tenait à l'aube de devenir mon mari. Au début, je ne prêtais pas beaucoup d'attention à ses propos parce que je sais comment sont les hommes. Déborah continuait de me persuader de donner une chance à ce nouveau gars, disant que Francis était différent. « Vicky, il n'est pas comme les autres », disait-elle. Mais je savais mieux, les hommes étaient comme des caméléons, leurs véritables intentions cachées derrière des sourires charmants. Ils cherchaient la richesse de ma famille, pas mon cœur. Oui, j'étais la fille riche d'un homme riche. Selon ma grand-mère, ma mère était morte en couche. Quant à mon père, c'est une histoire pour un autre jour. Il semblait que je n'avais pas la chance de me marier comme mes pères. Les hommes continuaient de me quitter après 1 mois ou 2. Depuis lors, j'avais enterré l'amour 6 pieds sous terre. Francis était différent, attentionné et gentil. Il me traitait comme une reine, et pour la première fois, j'osais croire en l'amour. Nos nuits étaient remplies de rires, de danses et de murmures de promesses. L'amour, dit-on, est aveugle, et en effet il l'était. Après seulement 8 mois, nous décidâmes de nous marier. Grand-mère, je tournais en rond dans ma robe de mariée. « Comment me trouves-tu » Son regard se posa sur moi, une tristesse gravée sur son visage ridé. « Magnifique comme toujours, ma chère, dit-elle, sa voix portant un poids que je pouvais sentir. « Qu'est-ce qui ne va pas » m'approchai-je, l'inquiétude fronçant mes sourcils. « Je veux d'abord te donner mon cadeau, dit-elle avec un air concerné. Et je veux aussi te demander quelque chose. » L'impatience bouillonnait en moi. « Grand-mère, le mariage est définitif, il n'y a pas de retour en arrière. » « Mais mon enfant, hésita-t-elle, connais-tu vraiment cet homme ? 8 mois ne révèlent guère la véritable identité d'une personne. Es-tu sûr qu'il sera le meilleur mari ? Ce n'est pas ça, répondis-je, ma colère me surprenant même plus. Déborah se porte garante de lui, rétorquai-je. C'est un gentil garçon. Grand-mère soupira. L'amitié nous aveugle, Victoria. Fais confiance à tes instincts. Je me détournai, essayant des robes que je ne portais pas, évitant son regard scrutateur, mais elle persista. De toute façon, dit-elle en produisant un cadeau carré en forme de boîte. Je t'ai apporté quelque chose. La curiosité me tiraillait alors que je déchirais le papier doré du cadeau. À ma grande surprise, c'était une vieille, ou devrais-je dire une antique boîte à musique sale. Pas le bijou en or auquel je m'attendais. Qu'est-ce que c'est ? Demandai-je après avoir déballé son cadeau. Elle se transmet de mère en fille, dit grand-mère. Maintenant, c'est à toi de la garder. Elle te guidera. Je l'ai donnée à ta mère une fois, mais comme elle est partie, c'est maintenant ton tour. J'étais stupéfaite, pensant qu'il s'agirait peut-être d'un bijou en or, mais je savais comment ma grand-mère réagirait. Je ne perdis pas de temps, je l'arrachai puis la jetai parmi les autres cadeaux. La voyant partir, je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi cette boîte à musique insignifiante de grand-mère me guiderait. Déborah s'approcha de moi par derrière. Elle avait entendu notre conversation plus tôt. « Ne fais pas attention à grand-mère, continua-t-elle. Elle a déjà vécu sa vie. Maintenant, c'est mon tour de devenir une femme. » Nous avons toutes deux ri de son sarcasme enjoué. Déborah prit du maquillage cher et commença à me poudrer les joues, me transformant en la déesse de beauté que j'étais censée être. « Est-ce que cette robe me va bien ?» demanda Victoria, cherchant une confirmation. « Elle te va parfaitement, tu me fais chavirer », plaisanta Déborah. « C'est juste dommage que les lesbiennes ne soient pas autorisées ici, sinon je serais devenue l'une d'elles. » Ces mots furent coupés par un bruit de grincement provenant de la porte qui s'ouvrait. C'était grand-mère. « Ma chère, dit grand-mère, tu as un visiteur. » Elle ouvrit grand la porte, révélant mon ex, Alex. « Que fait-il ici ?» me levai-je, la colère montant en moi. « Je ne suis pas ici pour causer des ennuis, chérie, balbutia Alex. Je suis tellement désolée, s'il te plaît, reviens-moi. Ne t'ai-je pas dit de me laisser tranquille ? Après toutes les insultes que tu m'as infligées, tu as l'audace de te présenter le jour de mon mariage pour me demander pardon ? Tu es complètement fou. » Alex resta silencieux, les poches pleines de confusion, essayant de sortir quelque chose. Enfin, il parvint à parler. « Au cas où tu aurais besoin de parler à quelqu'un, je suis là, » dit-il en essayant de tendre sa carte de visite à Victoria. Alex était membre de l'église de grand-mère. J'avais à peine 12 ans quand je suis tombée amoureuse de lui et grand-mère espérait qu'il serait mon mari. Ses fréquentes visites à l'église le peignaient comme un homme pieux, mais l'amour ne suit pas toujours le scénario prévu. Adolescente, je l'adorais, mais il changea brusquement et mit fin à notre relation.
J'ai supplié, mais il resta sourd à mes appels. La reine sarcastique ne fut pas traitée autrement que comme une ordure. Déborah arracha sa carte de visite. Après toutes les douleurs que tu as causées, tu veux encore ruiner la vie de mon ami. Pars d'ici en paix, va chercher quelqu'un d'autre pour détruire sa vie. Mais n'es-tu pas celle qui commença Alex, mais Déborah le fit taire, le chassant dehors. Ta grand-mère est vraiment quelque chose. Pourquoi a-t-elle invité Alex après avoir pris ta décision? Elle veut gâcher mes plans, je veux dire ton mariage. Je ne sais pas quoi faire de ma grand-mère parfois, elle me tape sur les nerfs et c'est énervant, intervint Victoria. Il est presque temps pour mon mariage, faisons vite. C'est vrai, sourit Déborah en continuant son maquillage. Mon cœur battait à toute allure alors que je croisais le regard de Francis. C'était comme un rêve devenu réalité. Après toutes ces années de rejet par les hommes, maintenant, je m'apprêtais à me marier. Le pasteur posa la question traditionnelle, sa bénédiction flottait autour de nous, mais Francis ne souriait pas. Ses yeux portaient une ombre, une inquiétude qui rongeait ma joie. Peut-être craignait-il de ne pas pouvoir subvenir à nos besoins en tant que principal soutien de famille. Il était diplômé, en quête d'opportunités d'emploi selon Déborah, mais sans succès. Après la bénédiction du prêtre, nous sortîmes de l'église vers la salle de réception. La pièce bourdonnait de rire et de musique. Nous avons mangé, dansé et célébré notre union, mais au fil des heures, j'ai remarqué quelque chose de manquant, la famille de Francis. Il ne me les avait jamais présentés pendant nos 8 mois de relation. Il promettait toujours que le bon moment viendrait. Eh bien, c'était le bon moment, le jour où nous sommes devenus mari et femme, et pourtant aucun membre de sa famille n'était présent. Peut-être étaient-ils occupés ou vivaient-ils loin. Je n'ai pas pris la peine de lui demander. Notre lune de miel était divine. L'intimité fleurissait entre nous. Francis se montrait non seulement attentionné mais aussi un amant passionné. D'abord, nous avons emménagé dans le manoir de mon père parce que Francis ne travaillait pas encore et ne pouvait pas se permettre de louer un appartement pour nous deux. Je n'avais pas d'autre choix que de céder la propriété de mon père à Francis, lui montrant combien je l'aimais, y compris le manoir de mon père dans lequel nous vivions. Nos comptes bancaires étaient communs, nous les possédions ensemble. J'étais follement amoureuse de Francis. Nous étions faits pour être ensemble pour toujours, même mon ventre le disait. 3 mois après notre mariage, j'étais enceinte de 2 semaines. Je ne pouvais contenir ma joie, j'annonçais notre enfant à naître, imaginant de petits doigts et un petit nez. Mais le visage de Francis se tendit. « Tu dois avorter cette grossesse », dit-il d'une voix habituelle. Je le regardais. « Que veux-tu dire? Pour l'amour de Dieu, nous sommes déjà mariés. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir notre propre bébé? J'attendais ce moment depuis si longtemps, poursuivit Victoria. Mon trésor, murmura-t-il, utilisant le terme affectueux qu'il employait toujours lorsqu'il voulait que Victoria lui obéisse. Ce n'est pas encore le moment, fais-moi confiance. Débarrassons-nous de celui-ci, notre tradition de village interdit de donner naissance la même année que le mariage. Victoria secoua la tête en signe de désaccord. Ses étreintes chaleureuses enveloppèrent Victoria tandis qu'il essayait de la persuader. Mon trésor inestimable, de cette façon nous pourrons repartir de zéro, d'accord? Débarrassons-nous de celui-ci, continua-t-il avec anticipation, ses suppliques et ses câlins. Des larmes coulèrent sur les joues de Victoria alors que Francis embrassait la partie extérieure de son oreille. Victoria lui obéit comme d'habitude. C'était son 4e avortement. Le coup à ma porte me réveilla de ma demi-somnolence. Qui pouvait frapper à ma porte avec une telle précision à exactement 22 heures? Je me levai péniblement de la chaise en velours, mes yeux encore lourds de sommeil. La porte s'ouvrit, révélant la silhouette familière de grand-mère. Elle entra et je m'empressai d'essuyer les larmes qui coulaient sur mes joues. Je ne voulais pas qu'elle me voie ainsi. « Bonsoir, ma chérie », dit-elle, sa voix chaleureuse et réconfortante comme d'habitude. J'étais occupée à préparer du mou, mais j'ai perdu la notion du temps. « Je suis venue te rendre visite », dit-elle en déballant les paquets de nourriture qu'elle avait apportés, nichés dans son sac noir en plastique. « Merci, grand-mère, tu m'as apporté mon plat préféré », dis-je en essayant de sourire. Elle rit, ses yeux pétillants de malice. « Ma chère, il vaut mieux que tu apprennes ma recette secrète, Victoria, dit-elle sur un ton sérieux. C'est à propos d'Alex. Il s'est excusé et cherche ton pardon. En tant que chrétienne, trouve dans ton cœur de lui pardonner. » Je fronçai les sourcils. « Pourquoi aimes-tu tant Alex ?» m'écriai-je. « Nous ne pourrons jamais être ensemble. » Grand-mère me tapota la main. « C'est d'accord, mon ange, je comprends. » Elle se leva pour partir, mais ajouta avant de s'en aller. « Tu pars déjà, sans même que je t'offre un verre ?» protestai-je, mais elle insista qu'elle n'était venue que pour une visite brève. « Mes salutations à ton mari, dit-elle, et je faillis lui révéler mes secrets sur le champ. Mais non, aucune grand-mère ne voudrait entendre parler de ses arrière-petits-enfants avortés. Je pensais à moi-même en la voyant partir le lendemain. Victoria était assise seule, contemplant les pilules pour interrompre son 5e avortement, les pilules serrées dans ses mains tremblantes mais propres. Dieu avait béni son mariage, pensait-elle, mais à quel prix? Des larmes traçaient des chemins sur ses joues alors qu'elle pesait la douleur contre le risque. Juste au moment où elle allait avaler les pilules, une douleur aiguë saisit le ventre de Victoria. Elle grimaça en se tenant le ventre, puis Déborah fit irruption dans la pièce.
Elle vit Victoria en difficulté et sans hésitation, elle l'emmena à l'hôpital. Les paroles du médecin furent un coup dur alors qu'il lâchait la bombe. « Madame, votre utérus a été gravement endommagé. J'ai bien peur que vous ne puissiez plus concevoir. »« Ah » m'écriai-je en levant les deux mains vers ma tête. « Déborah, je suis perdue. » Je lui confiai tout ce que Francis et sa famille m'avaient imposé, les choix impossibles auxquels je faisais face. Déborah m'enveloppa dans un câlin. « Ça va aller, ma chérie, je ressens ta douleur. Francis sait ce qui est le mieux pour toi. Tout ira bien. Tu peux toujours adopter à l'orphelinat, il n'y a rien de nouveau là-dedans, » dit Déborah, tout en me serrant fort dans ses bras dans le couloir de l'hôpital. La voix du médecin interrompit notre étreinte en pleurs, m'éloignant de Déborah. « Nous devons encore faire un examen complet, madame, » dit-il en me conduisant dans le monde immaculé de la salle de consultation. Il me rassura en disant qu'il attendrait jusqu'à ma sortie complète, ce qui me mit à l'aise. Je m'allongeai sur le lit étroit, avec les mots du médecin résonnant dans mes oreilles. Les mains gantées du médecin administrèrent une injection et tout devint flou. Lorsque je me réveillai, la pièce était faiblement éclairée et il était 22 heures. Je fus sortie de l'hôpital, mais je réalisai que Déborah n'était nulle part. Mon téléphone affichait 6 appels manqués de ma grand-mère. Pourquoi m'appelait-elle à cette heure-là? J'essayai d'appeler Déborah, mais elle ne répondit pas. Pourquoi Déborah m'avait-elle laissée seule sans même attendre ma sortie? Est-ce qu'elle ne pouvait pas sacrifier une journée entière pour moi? Ce n'était pas de sa faute, pensai-je en essayant d'appeler Francis, mais son téléphone restait également injoignable. Je sortis de l'hôpital, et à ma grande surprise, ma voiture n'était plus là. C'était comme si Déborah l'avait emmenée avec elle. Sans perdre de temps, je pris le bus commercial qui passait. Mes sourcils se froncèrent en voyant ma voiture de retour chez moi, et les portails principaux ouverts. Mon cœur se serra, Francis devait être rentré, pensai-je en me précipitant vers la maison. Mais le salon était largement ouvert et les chaussures de Déborah traînaient sur le tapis. Confuse, je me demandais pourquoi Déborah m'avait laissée seule à l'hôpital pour revenir chez moi. En montant à pas de loup vers ma chambre, j'entendis des voix étouffées. La voix de Déborah était inquiète, accompagnée d'une voix masculine familière. J'espérais que ce n'était pas ce que je pensais. Mon cœur s'accéléra alors que je m'approchais de la chambre. Finalement, Déborah et Francis étaient en plein milieu d'une intimité. Mon cri perça l'air. « Déborah » réussis-je à dire, puis je me tournai vers Francis. « Qu'est-ce qui se passe ?»« L'amour se passe » cracha Déborah avec colère. « Victoria, tu m'as toujours empêché de goûter aux fruits de la vie depuis notre enfance et même maintenant. Eh bien, j'en ai assez. Il n'y a rien de mal à partager. » Francis lutta pour se libérer de l'étreinte de Déborah. Choqué et trahi, je courus hors de la chambre, des larmes coulant sur mes joues. Je ne pouvais pas garder cette histoire pour moi seule, ma grand-mère devait le savoir. Je montai dans ma voiture en larmes et partis en trombe. À ma grande surprise, ma grand-mère n'était pas là, seulement le garçon de 9 ans que ma grand-mère avait amené du village pour l'aider dans les tâches domestiques. « Christophe, comment vas-tu » demandai-je, les larmes visibles dans mes yeux. « Bien, madame, grand-mère a été emmenée à l'hôpital ce matin. »« Quoi ? Qu'est-il arrivé à ma grand-mère ?»« Elle m'a demandé de préparer du pain et des œufs avec du Milo, » expliqua Christophe. Je l'ai appelée à plusieurs reprises, mais elle n'a pas répondu. J'ai essayé de vous appeler aussi, mais sans réponse, alors j'ai demandé de l'aide aux voisins. Sans hésitation, je retournai à l'hôpital. Les voisins bienveillants m'avaient indiqué où ma grand-mère avait été emmenée. Les larmes brouillaient ma vision alors que les infirmières et les médecins secouaient la tête, incapables de parler. « Non !» criai-je en repoussant les médecins. « Ma Iola d'or, laissez-moi passer » dis-je en essayant de rejoindre le chevet de ma grand-mère. « Pas maintenant, grand-mère, s'il te plaît, ne me laisse pas dans ce monde cruel. Tu m'avais promis de m'enseigner ta recette secrète du mou, s'il te plaît, réveille-toi, grand-mère. J'épouserai Alex, comme tu le voulais. » Mais grand-mère restait silencieuse, les yeux fermés à jamais. La seule personne à qui je pouvais me confier était partie. Le poids de la réalité s'installa lourdement sur moi. Mes larmes coulaient comme un fleuve sans relâche. Les médecins et les infirmières se déplacèrent avec une grâce solennelle, enveloppant le corps sans vie de ma grand-mère dans un drap immaculé. « Grand-mère, s'il te plaît, lève-toi. Victoria a besoin de toi maintenant plus que jamais. » Je continuais de répéter ces mots avec l'espoir que mes cris emplissent l'air. Les infirmières essayaient de me consoler au plus fort de ma douleur, mais leurs efforts étaient vains. Elles me laissèrent dans le couloir de l'hôpital, refusant toute consolation. La silhouette qui se tenait devant moi me fit essuyer mes larmes de la main gauche. C'était Christophe. « Tante Victoria, grand-mère est-elle vraiment partie » demanda-t-il brusquement, attendant une réponse rapide de ma part. « Oui, ma Iola est partie » réussis-je à dire en rassemblant mes forces. Christophe et moi nous étreignîmes comme une mère et son fils, les larmes coulant sans contrôle sur nos joues. Quelques inconnus nous adressèrent des regards sympathiques tandis que d'autres secouaient simplement la tête avec empathie. « Docteur, que s'est-il passé avec ma grand-mère » demandai-je en me levant, le visage couvert de compassion. « Le décès de votre grand-mère, » continua-t-il, était une conséquence de trop de réflexion. Tandis que le médecin parlait, mon téléphone se mit à sonner.
Je ne prêtais pas beaucoup d'attention à mon téléphone, encore perdu dans la douleur brute de la perte de ma grand-mère, mais les messages continuaient d'apparaître toutes les 2 minutes, interrompant la conversation du médecin. Mes mains tremblantes prirent mon téléphone dans mon sac pour vérifier ce que c'était. Je me figeai sur place, les yeux écarquillés. « Jésus, Francis m'a tué », dis-je en laissant tomber mon téléphone comme s'il était brûlant. L'écran révélait une alerte de débit de 5 millions de dollars du compte de la société de mon père. Mon cri résonna dans l'air comme une tempête sur le point de se déchaîner. Ravagé par la colère et la douleur, je courus hors de l'hôpital, accompagné de Christophe qui avait récupéré mon téléphone. En rentrant chez moi, il n'y avait aucun signe de Déborah et Francis. « Où sont ces salauds » m'exclamai-je en fouillant toute la maison, encore furieuse. Christophe alla au réfrigérateur pour prendre de l'eau pour moi. Pendant que je cherchais Francis et Déborah, un coup à la porte me fit précipiter, pensant que c'était eux. À ma grande surprise, 2 policiers se tenaient devant la porte. « Bonjour, madame », commença un officier. « Nous sommes de la banque. Monsieur a fait défaut sur son prêt depuis 6 mois et a mis la maison en garantie. Vous avez 24 heures pour quitter les lieux. » Mon monde s'effondra. Je ne pouvais pas croire mes yeux. Les larmes coulèrent sur mes joues. Était-ce un rêve ou un cauchemar? Je me jetai par terre alors que Christophe essayait de me consoler. Désespéré, je composai le numéro de Francis, mais en vain. Je commençai à faire mes bagages avec Christophe. Pendant que je faisais mes valises, je tombai sur la boîte à musique de ma grand-mère. À la vue de cette boîte, l'objet autrefois insignifiant devint précieux alors que des souvenirs affluaient, le jour où j'avais épousé un voleur, mes erreurs passées me causant tant de douleur. J'ai été une petite fille tellement stupide. Si seulement je pouvais corriger mes erreurs. Dès que je terminais ma phrase, une ballerine dansante sortit, tournoyant avec une mystérieuse musique en arrière-plan. Je pouvais voir des chiffres à 8 chiffres se matérialiser devant mes yeux, émanant de la boîte. « Qu'est-ce que c'est, tante Victoria ?» demanda Christophe derrière moi, interrompant ma curiosité. « Ce n'est rien », réussis-je à dire en rangeant rapidement la boîte dans ma valise. « C'est juste un petit cadeau de Maïola. » Je continuais à essuyer les larmes accrochées à mes joues avec ma paume gauche. « As-tu fini de faire tes bagages ?»« Pas encore, madame. Je venais juste vérifier si vous alliez bien. » Je réussis à sourire. « Oui, je vais bien. » Christophe s'apprêtait à partir quand je l'appelai de nouveau. Que s'est-il vraiment passé avec ma grand-mère? Comment cela est-il arrivé? Christophe s'arrêta net en me regardant. Comme je l'ai dit plus tôt, grand-mère m'a demandé de préparer du pain et des omelettes pour le petit déjeuner. Après avoir terminé de cuisiner, j'ai également fait bouillir de l'eau pour le thé, puis je suis allée la réveiller. Mais elle refusait de se réveiller. J'étais tellement effrayée que j'ai décidé de vous appeler, mais vous ne répondiez pas. J'ai dû demander l'aide des voisins. Christophe s'arrêta enfin, puis s'approcha de moi. Le docteur a dit qu'elle est morte parce qu'elle pensait trop. Il a raison et je pense savoir pourquoi. Pourquoi? Fronçai-je les sourcils, essayant d'entendre plus de Christophe. Oui, je pense que c'est à cause de monsieur Alex, continua-t-il. Depuis le jour où tu t'es mariée avec oncle Francis, le comportement de grand-mère a changé radicalement. Elle parlait plus souvent avec monsieur Alex au téléphone. J'avais surpris leur conversation et je suis désolée pour ça. C'est bien, tu étais juste curieux. Victoria réussit à le remonter le moral. Vient-il toujours rendre visite à grand-mère? Non, il ne vient plus depuis l'année dernière, nous ne savons plus où il est. Victoria poussa un grand soupir. C'est bon, nous en parlerons plus tard. Dépêche-toi, faisons vite. Victoria et Christophe retournèrent chez grand-mère avec leurs bagages. Il était déjà 21h45 quand ils finirent de se garer et à 22h, ils étaient de retour chez grand-mère. Victoria rangea ses bagages et demanda au petit Christophe d'aller se coucher parce qu'il était déjà tard. Elle s'occuperait elle-même du rangement plus tard. Après un certain temps, Victoria se sentit fatiguée et décida de laisser les bagages pour le travail de demain, surtout d'appeler ses avocats. Elle pensa qu'il serait bon de dormir dans le lit de grand-mère, où elle pourrait pleurer toutes ses larmes. Elle se coucha en sanglotant quand, soudainement, une musique familière commença à jouer au milieu de la nuit. C'était la boîte à musique de grand-mère qui jouait toute seule. Victoria sauta sur ses pieds en sachant qu'elle n'avait pas fini d'examiner cet objet étrange puisqu'elle avait été interrompue plus tôt par Christophe. La musique étrange, accompagnée de la danse de la ballerine, fit rire et pleurer Victoria en même temps. Grand-mère était vraiment douée pour garder de vieux objets, dit-elle. Sa curiosité piquée, elle fixa son regard sur les chiffres matérialisés qui correspondaient à la date du jour. C'était étrange, comment la boîte connaissait-elle la date d'aujourd'hui? Toujours intriguée par la boîte à musique, elle fit défiler les chiffres jusqu'à sa date de naissance. Les yeux de Victoria se firent plus lourds, avant qu'elle ne comprenne ce qui se passait, elle se retrouva assise sur un lit dans une salle d'accouchement. La confusion envahit instantanément son esprit alors qu'elle regardait autour d'elle et voyait des bébés dormir dans des berceaux. Victoria était sur le point de paniquer, avec la boîte toujours à côté d'elle, quand elle entendit « Je suis désolée pour votre perte, monsieur Williams. Les infirmières ont fait de leur mieux, mais nous l'avons perdu. Votre bébé va bien, il est à l'intérieur. » Victoria se cacha rapidement derrière la porte de sortie en tenant la boîte à musique, espionnant les intrus qui arrivaient.
Elle ne pouvait pas en croire ses yeux. L'homme que sa grand-mère avait présenté comme son père décédé était là, en larmes, portant un bébé. Le médecin l'avait déjà dirigé, c'était Victoria elle-même bébé. « Excusez-moi, monsieur », dit le médecin en quittant la salle. Victoria suivit la porte et évita d'être vue. « Excusez-moi, monsieur », appela Victoria de derrière, arrêtant le médecin. « Où suis-je » La confusion se lisait sur le visage du médecin. « Hôpital général Randall », répondit-il, la regardant étrangement. « Quelle année sommes-nous » 1994. J'espère qu'il n'y a pas de problème, mademoiselle, répondit le médecin, toujours en la dévisageant. Pas du tout, répondit Victoria en quittant la salle, laissant le médecin sur place. Le cœur de Victoria commença à battre plus vite que la normale alors qu'elle remarquait que la boîte à musique était réglée sur sa date de naissance. C'est fou, je ne peux pas être dans le passé. Où est-ce que j'hallucine ? Pensa-t-elle en regardant la boîte. Observant de plus près, elle régla la date sur son mariage. Ses yeux devinrent lourds une fois de plus. Je ne suis pas ici pour causer des problèmes, chérie. Je suis désolée, s'il te plaît reviens-moi. Ne t'ai-je pas dit de me laisser tranquille ? La dispute semblait familière à Victoria. Elle reconnut sa propre voix au milieu de la dispute. Au cas où tu aurais besoin de parler à quelqu'un, je suis là, dit Alex en quittant la pièce. Victoria, cachée, était sur le point d'arrêter Alex pour s'excuser, mais Déborah sortit de la chambre nuptiale. Peux-tu imaginer ça ? Tu veux déjà gâcher mon plan. Victoria se retira rapidement pour se cacher. Elle vit Déborah jeter la carte de visite d'Alex dans une poubelle voisine. Dès que Déborah retourna dans la chambre, Victoria récupéra immédiatement la carte de visite d'Alex de la poubelle et la mit dans sa veste. Elle se dirigea vers la sortie pour retrouver Alex, mais elle l'avait déjà perdu de vue. « Je dois mettre fin à ces absurdités une fois pour toutes, c'est mon seul moyen de m'arrêter », pensa-t-elle en se dirigeant vers la chambre nuptiale. Malheureusement, la chambre était vide. Victoria se dirigea immédiatement vers l'église où le mariage avait lieu. Elle traversa la congrégation en criant « Arrêtez le mariage !» Les mâchoires de la congrégation se décrochèrent en voyant un tel spectacle. Tous les yeux se posèrent sur Victoria alors qu'elle continuait à crier avec une grande rage « Arrêtez le mariage !» Mais elle ne termina jamais sa phrase. Victoria se retrouva de nouveau dans la chambre de grand-mère. « Que s'est-il passé ?» pensa-t-elle. « Je dois y retourner pour en finir. » Victoria joua agressivement avec la boîte à musique, essayant de retrouver les chiffres matérialisés, mais à sa grande surprise, ils avaient disparu. « Que se passe-t-il avec cette boîte stupide » cria-t-elle si fort que ses pleurs réveillèrent le petit Christophe. « Qu'est-ce qui se passe, madame » demanda-t-il, affichant une expression de confusion. Victoria continua de crier et de pleurer, incitant Christophe à s'inquiéter encore plus, pensant qu'elle devait manquer encore plus grand-mère. « Ça va, ma chérie, tout ira bien » la rassura-t-il, essayant de la calmer. « Je suis désolée de t'avoir réveillée » s'excusa Victoria en raccompagnant Christophe au lit, s'assurant qu'il dormait profondément. Victoria se mit à marcher sans but dans la maison, perdue dans ses pensées. « À quoi sert cette boîte à musique si je ne peux pas changer mon passé ?» se demanda-t-elle en fixant le portrait d'anniversaire de grand-mère accroché près du miroir. « J'ai presque arrêté mon mariage. Pourquoi ne puis-je pas changer mon destin ?» continua-t-elle à demander au portrait des questions sans réponse. Victoria décida de retourner se coucher, essayant d'oublier tout ce qui s'était passé. Peut-être qu'elle hallucinait, ou peut-être que la boîte à musique de grand-mère la rendait folle. Elle allait se coucher quand elle remarqua une bosse dans sa veste. C'était la carte de visite d'Alex qu'elle avait récupérée dans le passé. Victoria ne pouvait pas contenir sa joie. La boîte à musique ne lui permettait pas de changer son passé, mais elle l'aidait à récupérer la carte de visite. Le lendemain matin, Victoria ne perdit pas de temps à contacter Alex. Ils prirent rendez-vous pour se rencontrer. Le bruit d'une voiture devant la porte fit que Christophe se pencha derrière les rideaux du salon, se demandant qui cela pouvait être. Victoria n'avait pas pris sa voiture, elle avait laissé sa Toyota à la maison. Alors, qui cela pouvait-il être ? Christophe se demanda en allant ouvrir le portail. En voyant la grande voiture garée devant lui, Christophe sut immédiatement qu'elle appartenait à Monsieur Alex. Le petit garçon ne put contenir sa joie. « Uncle Alex, oncle Alex » chanta Christophe en courant vers la voiture avec une grande joie. « Waouh, tu es devenu un grand garçon » taquina Alex en caressant le garçon avec ses mains. « Tu es déjà rentré de l'école » demanda-t-il en souriant à Christophe qui continuait de sauter de joie en voyant Alex. Victoria lui raconta tout ce qui lui était arrivé avec Francis et Déborah, comment ils avaient planifié de l'utiliser comme un pion pour s'emparer des biens et de la richesse de son père, et comment elle avait failli se faire avorter. « Je suis désolée que tu aies traversé tout ça » dit Alex d'un ton réconfortant et compatissant. « J'étais un idiot de croire les mensonges de Déborah sur toi. Je veux que tu me pardonnes, même si tu n'as rien fait de mal. J'ai laissé ma colère m'envahir au lieu de te laisser t'expliquer. J'ai été manipulée par les paroles de Déborah plutôt que d'écouter ma voix intérieure. » Victoria, anticipant des sanglots, répondit « J'ai attendu ce moment toute ma vie, même jusqu'à demain. » Alex sourit et pleura en même temps avec Victoria. « Que veux-tu dire » demanda Victoria en larmes. « Je savais déjà que nous étions destinés à être ensemble, peu importe les circonstances, » répondit-il. « Es-tu fou ? Qui voudrait épouser une femme stupide comme moi ?
N'y pense même pas. Nous ne sommes pas destinés à être ensemble, rétorqua Victoria en sanglotant. Je ne suis pas la bonne femme pour toi à cause de mon aveuglement par amour pour une personne qui ne m'aime même pas. Ma stupidité a endommagé mon utérus à cause des nombreux avortements. Alex l'a pris dans ses bras. Cela n'a plus d'importance. Ce qui compte le plus, c'est que tu sois ici avec moi. Alex proposa qu'ils se marient dès que possible. Victoria était contre cette idée de mariage parce qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant, mais Alex la rassura en lui disant que tout irait bien. 3 mois plus tard, Victoria et Alex se marièrent. Leur mariage fut grandiose. Victoria pouvait voir les membres de la famille d'Alex, y compris sa mère, lui disant combien elle attendait que son fils lui donne un petit enfant. Elle se sentait mal à l'aise lors du mariage, sachant qu'elle ne pouvait pas donner naissance. Elle avait dit à Alex de la laisser souffrir pour sa punition, qu'il ne devait pas s'impliquer, mais Alex continuait de la rassurer et de la mettre à l'aise. Après leur mariage, Alex proposa l'idée de la FIV, pensant que cela pourrait leur permettre d'avoir leur propre enfant avec l'aide d'une mère porteuse. C'est ta chance d'être mère, dit Alex en rassurant Victoria que tout se passerait bien. Mais si cela ne fonctionne pas et que c'est trop cher? Je ne veux pas que tu gaspilles ton argent pour moi, tu as des choses plus importantes à faire avec, répondit Victoria en larmes. C'est pourquoi je t'ai dit d'épouser une autre femme. Alex la fit taire, lui disant d'arrêter de dire de telles paroles désagréables. Après de nombreuses discussions, ils décidèrent de s'inscrire. Malheureusement, leur première tentative échoua. Victoria dit à Alex d'abandonner, qu'il valait mieux adopter que de dépenser une grosse somme d'argent pour la FIV. Elle avait déjà accepté son sort, mais il insista pour tenter une deuxième fois. Heureusement pour eux, la deuxième tentative fut un succès. Alex paya pour que le médecin implante l'embryon fécondé de Victoria dans la mère porteuse. Pendant ces mois, les échographies révélèrent qu'elle serait mère. Au fur et à mesure que les jours passaient, la mère porteuse se plaignait de plus en plus de la grossesse. Elle trouvait cela trop lourd à supporter. Ils firent une échographie à 6 mois, et le résultat montra qu'il s'agissait de triplés. Victoria ne pouvait pas en croire ses oreilles. Elle faillit s'évanouir. Même si elle ne pouvait pas vivre la maternité directement, elle était toujours la mère biologique des triplés, qui s'avérèrent être des garçons. Par une matinée ensoleillée, Victoria et Alex se rendirent au supermarché voisin avec les triplés. En sortant du supermarché, Victoria aperçut une femme sale et handicapée, qui s'avéra être Déborah. Victoria fut surprise de la voir. Elle fut remplie d'intensité et de haine. Elle était sur le point d'ordonner son arrestation, mais Alex la supplia de la laisser partir. « Le karma l'a déjà punie, dit-il. Ma chère amie Victoria, pardonne-moi, c'est l'œuvre du diable, dit Déborah. Qu'est-il arrivé à ta jambe? Demanda Alex en secouant la tête avec consternation. Francis et moi nous amusions avec la voiture volée de Victoria. Nous étions extrêmement ivres en conduisant et la voiture est tombée dans un ravin. La voiture fut réduite en miettes. Francis est mort sur le coup et ma jambe a été amputée en raison d'une grave blessure, expliqua-t-elle en larmes. Ce sont de beaux bébés orphelins que tu as là, dit-elle. Puis-je les porter? Victoria la gifla instantanément, n'essaie même pas de faire quoi que ce soit de stupide, sinon je vais ordonner ton arrestation. Et pour ta gouverne, ils ne sont pas adoptés, ce sont mes enfants biologiques. Tu n'as pas besoin de savoir quoi que ce soit d'autre, rétorqua Victoria en s'éloignant avec son mari et ses enfants, laissant Déborah sur place. Des larmes coulèrent des yeux de Victoria. Elle était heureuse que la famille qu'elle avait tant désirée soit enfin là. Si seulement elle avait écouté les conseils de grand-mère, peut-être serait-elle là pour porter ses petits-enfants. Même si la boîte à musique de grand-mère ne lui permettait pas de réécrire son passé, elle l'aidait d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas changer le passé, mais on peut toujours apprendre de lui et créer un avenir meilleur, pensa Victoria en regardant ses enfants jouer. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification ci-dessous pour plus de vidéos. À bientôt dans notre prochaine vidéo.